Et le petit contexte, c'est un live sur la fertilité masculine qu'on va animer tous les deux pour parler du sujet qui veut que l'infertilité n'est pas qu'une affaire de femmes. Est-ce que peut-être toi, tu veux te présenter déjà? Moi, je me présente Ouais, après et comme ça, après, si ça avec vous va, plaisir. on répondra aux questions. Et je vois Marion qui dit, est-ce que il sera possible de poser une question? Bien sûr, c'est l'objectif, que vous posiez des Voilà. questions dans les commentaires. Tout à fait. Le but, c'est que ce soit interactif. Donc, je suis William Aketpo, chirurgien urologue et andrologue. Je m'occupe que des hommes. Donc là, c'est le live parfait pour les hommes, pour qu'ils puissent poser leurs questions. Le but d'aujourd'hui, c'est de parler de fertilité, fertilité masculine, comment l'améliorer, comment contrôler sa fertilité, comment participer à un projet de conception, comment participer à un projet de contraception. Donc, il y a toutes les questions qui sont les bienvenues. Donc voilà, je suis ravi d'être avec toi, Lorraine, et discuter ce soir de ce sujet que tu connais aussi très bien. Ouais, merci. Et donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorraine Saint-Disic. Moi, je suis la fondatrice d'Émancipé. Émancipé, c'est un média qui vise à informer les femmes surtout, mais en fait de plus en plus les hommes, parce que justement, c'est pas que des sujets de femmes, sur tout ce qui touche au cycle, à la fertilité, etc. On accompagne les femmes dans des programmes, notamment un dans lequel tu interviens, William, qui vise justement à aider les couples en préconception à mieux comprendre leur corps et savoir tout ce sur quoi ils peuvent agir, plutôt sur le côté hygiène de vie. Donc moi, je suis le pendant, on va dire, un peu plus naturel autonome, là où toi, tu es évidemment sur la partie médicale et quand il faut agir, corriger des choses. Donc, je pense que c'est assez complémentaire et Tout à qu'on a fait. tous les deux une vision de pourquoi les hommes peuvent faire plein de choses pour optimiser leur fertilité. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on est là ce soir sur le compte de l'AFU, qui est l'Association française d'urologie, dans le cadre de leur mois dédié à la santé des hommes. Et on est là pour répondre à vos questions. Donc, sentez-vous libre de les poser, sachant qu'il y aura un replay, j'imagine, oui, sur le compte de Tout à l'AFU. fait, tout à fait. Sur le compte de l'affût, ça s'est enregistré, donc il y aura un replay. Mais le but, en plus du replay, c'est que les personnes en live puissent poser leurs questions, parce que le replay, il n'y aura pas forcément les questions que se posent les patients ou les personnes non patients qui seraient intéressées. Donc voilà, il faut que ce soit interactif. Nous, on va échanger, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Yes. Et il y a Virginie qui vient modérer depuis l'AFU, donc qui confirme que le live il sera dispo en replay. Est-ce que peut-être avant qu'on ait des questions, on pourrait faire un petit état des lieux sur justement ce que c'est la fertilité, l'infertilité et les chiffres. Oui, bien Pourquoi sûr, c'est pas qu'une affaire de femmes? Peut-être tu tout peux à fait. rappeler Oui, les bien sûr. grands tiers. Bien sûr, c'est une belle introduction. Donc aujourd'hui, en France, on considère qu'on a à peu près 3 millions de couples qui rencontrent des difficultés à avoir un enfant. 3 millions, c'est beaucoup. On s'intéresse de plus en plus à la fertilité aujourd'hui des couples et c'est, en général, on dit que c'est 30% lié à la femme, 30% lié à l'homme et 30% lié aux deux. Donc aujourd'hui, on a vraiment une part pour notre session de ce soir sur l'homme. L'homme est concerné, soit de manière seule, individuelle, soit de manière collective dans le couple dans environ 50% des cas. Donc c'est significatif et c'est historique qu'on s'occupe de la femme en premier lieu, qu'il fasse des examens parce que les femmes sont plus au fait de la fertilité, du fait de la contraception féminine, du fait des dépistages du cancer du sein, cancer de l'utérus, du col de l'utérus. Donc les femmes sont plus au fait de rencontrer un gynécologue, mais l'homme, c'est parfois nouveau pour lui et parfois inconnu de consulter lorsqu'il souhaite avoir un enfant. Les hommes consultent souvent quand ils ont des difficultés à avoir un enfant, mais c'est pas si fréquent de consulter en amont. Mais on voit ce changement, on est vraiment dans cette changement de mentalité, on est en plein dedans, où les hommes s'intéressent aussi bien à leur fertilité, aussi bien aux moyens de contraception. Donc on voit vraiment ce changement d'intérêt des hommes et des couples sur ce domaine de la fertilité masculine. Ouais. Ouais, c'est intéressant que tu te dises ça. Et alors, c'est un changement qui est en cours. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu sur mon compte la semaine dernière un sujet de contraception qui s'est retrouvé à voyager au gré de l'algorithme auprès d'hommes qui, je pense, sont pas encore à ce niveau-là et qui disaient, mais la contraception, c'est une affaire de femmes, c'est vous qui risquez la grossesse, pourquoi vous posez ces questions? Enfin, donc voilà, je pense que effectivement, on est en train d'évoluer, mais il y a encore beaucoup à expliquer là-dessus. Et sur la fertilité aussi, là, c'était un sujet contraception, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, on en a déjà parlé ensemble, qui pensent que, par exemple, dès que la femme tombe enceinte, c'est-à-dire que tout va bien de leur côté, qu'il n'y a pas de souci, alors qu'on peut avoir des arrêts de grossesse liés à un problème de fertilité masculine. Ah oui, tout Donc, à fait. L'homme, voilà. L'homme est vraiment, c'est 50-50, hein. Donc il y a vraiment l'homme qui a un impact important. Il suffit pas seulement d'avoir des spermatozoïdes. Il faut que les spermatozoïdes soient de bonne qualité. Il faut que ces spermatozoïdes soient, qui puissent permettre de développer l'embryon de manière satisfaisante. Donc il suffit pas seulement d'avoir des spermatozoïdes. L'homme a une part importante et non négligeable dans le projet. ouais. Et son hygiène de vie compte énormément,
puisque dans le processus de spermatogénèse, tout ce qui convient amener dans le process ou au contraire amener de bons ou au contraire de mauvais qui vont agresser les spermatozoïdes va avoir un impact sur la qualité du sperme. Tout à fait. La spermatogénèse, c'est 74 jours. Donc, un homme qui a un mode de vie imparfait, tabagisme, mode de vie professionnel aussi, une exposition à des chaleurs, à une chaleur thermique au niveau professionnel, peut avoir une spermatogénèse altérée, puisque c'est un long processus de 74 jours qui peut altérer sa fertilité. Donc, le mode de vie est indispensable. Un patient qui fume, un patient qui est malade, notamment, il peut avoir des anomalies de son spermogramme ponctuelles ou chroniques si c'est un mode de vie qui est imposé et qui est installé avec une obésité, une sédentarité. On recommande de faire du sport régulièrement pour améliorer sa fertilité. Tous ces éléments de la vie quotidienne peuvent impacter négativement la fertilité. Ouais. Et ça fait le lien avec une question qu'on a, William, c'est dans une OATS idiopathique, comment une perte de poids peut améliorer les paramètres spermatiques? Donc, tu viens de parler d'obésité. Donc, on peut peut-être faire une parenthèse sur l'impact du surpoids. Oui, voilà. Donc là, la question, la personne a parlé d'idiopathique. Idiopathique, déjà, pour informer les collègues et les personnes qui sont connectées. Idiopathique, ça veut dire sans cause retrouvée, sans cause médicale retrouvée. Donc, finalement, idiopathique avec un surpoids ou une obésité, on n'est pas vraiment dans une infertilité idiopathique, puisque Ouais. si on a un surpoids ou une obésité, c'est potentiellement une cause d'anomalie du spermogramme. Donc on sait qu'aujourd'hui, le surpoids, l'obésité peut agir négativement sur les hormones et on a besoin de testostérone pour fabriquer, maturer les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, on a vu que c'était un long processus de plusieurs jours, quasiment 3 mois. Et la testostérone qui peut être abaissée, on peut avoir une baisse de la production de testostérone, un hypogonadisme lorsque on a un surpoids ou une obésité. Et cette obésité peut agir négativement sur la maturation, le développement des spermatozoïdes. Donc la perte de poids permet d'activer, donc sécréter mieux la testostérone et peut améliorer la spermatogénèse et donc la qualité des spermatozoïdes. Ouais. Oui, donc c'est pas si inexpliqué quand il y a un surpoids. Ça peut être une des explications, et pas forcément, mais ça peut en être une. Ouais. Je prends les questions si tu veux, William, et comme ça Oui, on bien répond sûr. au fur et à mesure. Un faible nombre de spermatos, moins de 5 millions, un taux élevé de malformation, 99%, aucune mobilité progressive, les analyses n'ont pas changé depuis 2019 malgré la prise de compléments. Peut-être que là, on peut en profiter pour faire un point sur le spermogramme, parce qu'on regarde les trois, justement, ces trois grands paramètres. Bien Et sûr. après, qu'est-ce qui est plus grave que le Oui, reste? voilà. Donc un spermogramme, donc c'est un examen biologique qui se fait classiquement au laboratoire, qui permet d'explorer différents paramètres du sperme. Le premier, c'est le volume, combien est-ce qu'on a éjaculé. Le deuxième, c'est la concentration. Donc on dit qu'on a une concentration normale lorsqu'on a une concentration supérieure à 15 millions, 16 millions selon les classifications. Ensuite, on a la mobilité, comment bougent les spermatozoïdes. Ils peuvent bouger sur place ou de manière progressive, c'est ce qu'on appelle aussi AB, A plus B, donc c'est une mobilité d'un point A vers un point B. Et donc cette mobilité est importante puisque le spermatozoïde, il a beaucoup de trajets à faire. Il doit aller dans le vagin, utérus, trompe droite ou gauche pour rencontrer après l'ovocyte. Donc cette mobilité est importante. On regarde aussi la vitalité, combien de temps le spermatozoïde reste en vie. Et enfin, on regarde la morphologie. La morphologie, c'est un peu la structure, la forme du spermatozoïde, la tête, le cou, l'acrosome, les flagelles qui sont la queue du spermatozoïde. Donc ces différents examens éléments, permettent de préciser la qualité de fertilité finalement d'un homme. Et donc si on a une concentration de moins de 10 millions, là c'était 5 millions je crois dans la question, ça peut altérer les chances de grossesse naturelle, mais 5 millions, ça reste possible, une grossesse avec 5 millions de spermatozoïdes. Mais le point qui est plus limitant dans la description qui a été faite, c'est la mobilité. Si on a une mobilité nulle, ça peut impacter significativement les chances de grossesse spontanée. Bah oui, c'est que le spermatozoïde ne peut pas remonter parce qu'il a quand même un petit trajet à faire qui n'est pas un marathon, mais qui est quand même à son échelle assez long. Tout à fait, tout à fait. Après, on a une question de Marine, l'impact de l'alcool sur la fertilité, on a commencé à le dire, c'est cette histoire de chaîne de production où on vient agresser. Est-ce que tu as des chiffres peut-être un peu plus précis? Donc le tabac, on connaît. Le tabac, on sait qu'il y a un impact négatif. Dès les premières cigarettes, on a un impact négatif sur la fertilité. L'alcool, les études sont, c'est pas controversé, mais c'est discutable. On sait que l'éthylisme chronique agit négativement sur la fertilité. Donc plus de 3 verres par jour, on peut avoir un impact. On a un impact négatif sur la fertilité et on a un impact négatif sur la sécrétion hormonale. Donc ça, c'est sûr.
Après, les recommandations aujourd'hui, c'est on dit que dès qu'on dépasse 3 consommations, donc 3 demi, 3 verres d'alcool par semaine, on peut commencer à agir négativement sur la fertilité. Donc aujourd'hui, il est recommandé, lorsqu'on a un projet d'enfant, de limiter la consommation d'alcool à maximum 3 à 4 consommations par semaine. Voilà, et c'est Mhm. pas, si on ne boit pas, donc on va pas se mettre à boire pendant cette période, mais en tout cas, si on boit de manière occasionnelle, il est recommandé de limiter à 3 à 4 consommations par semaine. Ouais. Ouais, et après, ce qui est très mauvais, c'est ce qu'on appelle parfois le binge drinking, le fait de prendre Bien une sûr, énorme cuite. Et bien sûr, où tout à là, on fait. peut avoir vraiment un effet chalumeau presque Complètement, complètement. de l'alcool sur Tout à fait. Comme c'est une sur longue soi. production, 3 mois, donc pendant ces 3 mois, s'il y a un événement aigu brutal qui survient, on risque Mhm. d'avoir des anomalies plus marquées 3 mois plus tard. Ouais. Donc, un peu d'alcool le samedi soir, ça va. Une énorme cuite, non. Et d'alcool tous les jours, non plus. Voilà, tous les jours, de manière chronique, ça c'est montré, connu, scientifiquement appuyé. Là, il y a un impact négatif. Et donc, Mhm. s'il y a vraiment un message important, c'est que c'est plurifactoriel. Donc, il suffit pas de dire, bon, bah, je bois pas d'alcool, mais je suis sédentaire. C'est moins d'alcool, une alimentation équilibrée. Donc, on dit que c'est le régime méditerranéen qui est le plus intéressant, avec une Mhm. alimentation dégressive, un déjeuner plus consistant que le dîner, une activité sportive modérée puisque l'intensité importante de sport, on voit chez les patients marathoniens notamment, qui augmentent la chaleur au niveau du scrotum, ils peuvent avoir une baisse de leur fertilité. Donc il est Mhm. recommandé d'avoir une activité physique, et vraiment les termes, c'est modéré, durant 2 à 3 heures par semaine. Donc c'est pour ceux qui font du sport régulièrement, ça peut paraître peu, mais pour ceux qui font pas de sport et qui sont plutôt sédentaires, ça nécessite un aménagement de l'agenda. Ouais. Oui, parce que trop, c'est pas bien, mais trop peu, Exactement, c'est pas conseillé exactement, aussi pour l'équilibre exactement, hormonal, complètement. etc. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Je vois Virginie qui dit effectivement, il y a des questions très précises avec des descriptions de spermogrammes. Mais je pense qu'on a répondu un peu sur les grands thèmes, enfin les grands critères observés dans le spermogramme. Euh, Je viens tac, de voir passer pas d'ordinateur sur les genoux. Oui, tout à fait. C'est le ouais. même point, hein. C'est la chaleur. Les ordinateurs qui réchauffent et qui vont se poser directement sur les testicules, ça va agir négativement. Ça va chauffer le testicule et c'est l'effet inverse qu'on veut. Le scrotum, c'est un endroit qui est un peu plus frais, 2 à 3 degrés de moins que le centre de l'organisme. Le but, c'est de réduire cette température. Donc, il ne faut pas, du même côté, mettre l'ordinateur chaud, faire des jacuzzis, sauna, hammam, des bains chauds régulièrement. Ça peut agir négativement. Ouais. Oui, parce qu'on parlait de contraception au début du live, mais aujourd'hui se développe la contraception masculine thermique qui agit Ouais, tout justement à sur fait. le fait de réchauffer, remonter et réchauffer les testicules. Et en fait, il ne faut pas qu'on se fasse un auto-slip chauffant en ayant toute la Exactement. journée Exactement, exactement. Voilà, ça, pour les préserver sa testicules qui se fertilité, il faut justement avoir une température plus faible. Et c'est une bonne remarque aussi, refroidir les testicules. Moi, j'ai des patients qui me disaient, est-ce que ça vaut le coup de faire des bains froids pour refroidir les testicules? Non, il n'y a pas forcément d'impact positif de bains froids sur la fertilité. Ce qu'on veut pas, c'est que ça soit réchauffé, mais il faut pas que, il n'y a pas d'intérêt d'avoir des bains froids. Ouais, ouais. Oui, parfois on voit passer, tu sais, des trucs de la cryothérapie, là, ces petites poches de froid que les Ouais. femmes peuvent mettre au niveau du périnée. Pour les hommes, ça va pas booster la production de spermato. Non, non, C'est et pas ça a assez. été, ça a été étudié Ouais. pour justement les varicocèles, qui sont des pathologies avec des reflux veineux du sang qui revient vers le testicule et qui réchauffe. Qui a un des éléments négatifs de la varicocèle, c'est le réchauffement scrotal. Et il a été montré que les patients avec des varicocèles, lorsqu'ils pesaient réduire la température au niveau scrotal, ça ne modifiait pas significativement leur spermogramme. Donc, il suffit pas de refroidir le testicule de manière externe pour avoir une amélioration du spermogramme. Ouais. J'en vois qui disent pas de slip du coup. Je connais ta réponse, on évite le slip Ouais, les vraiment. slips, voilà, c'est les slips très serrés qu'il faut éviter. Mais en Ouais. fait, là, il y a des questions sur varicocèle, on va en parler, mais si Ouais. on réchauffe le scrotum, on peut altérer sa fertilité. Mais un patient qui a des testicules qui sont bien en place au niveau du scrotum et qui porte des slips modérément serrés, il n'y aura pas trop d'impact. Mais un patient il y a des patients qui ont une hypermobilité testiculaire et lorsqu'ils portent des slips bien serrés, les testicules auront tendance à remonter au niveau de l'anneau inguinal. L'anneau inguinal, c'est la partie haute basse de l'abdomen. Et donc là, on peut agir négativement sur sa fertilité. Mm, mm. C'est vrai que la mode des slims, non, il n'y a pas eu d'études encore sur l'impact de la Non, mode des slims sur la fertilité masculine. non, Parce que non, tout c'était à quand fait. même, ouais, Tout à c'était quand fait. même cocasse. Mais ok, je vois toutes les questions effectivement très précises, mais il y en a plusieurs qui parlent de varicocèle, donc peut-être qu'en effet, on peut faire un petit point varicocèle
Et Bien sûr, impact, puis bien traitement. sûr, bien sûr. La varicocèle, donc c'est une pathologie bénigne. Bénigne, c'est-à-dire que ah, attention, excusez-moi. Bénigne, c'est-à-dire que si on a attendez, Attends, faut que tu refuses peut-être l'ajout, ouais. Ou que la personne sorte. ouais, il faudrait se déconnecter. Ouais. Tu as la blague de Guillaume, extrêmement drôle, entre-temps. Ouais, Ou si ça empêche de trouver une compagne déjà. Ça dépend des goûts, hein. ouais, Mais moi, j'ai pas la main pour non retirer la plus, personne, en tout cas, William. moi non plus, je sais pas comment on fait, mais bon, on va continuer comme ça si ça, Ouais, ouais, ouais. Tant qu'il ça n'y a pas de bruit, fonctionne. c'est bon. Voilà, exactement. Donc voilà, donc je disais, voilà, c'est bon. Et donc je disais, donc la varicocèle, pathologie bénigne, très fréquente, un homme sur cinq, donc 20% de la population masculine. Donc c'est pas grave d'avoir une varicocèle et c'est pas parce qu'on dépiste une varicocèle qu'on aura des difficultés à avoir un enfant. Mais lorsqu'on a des difficultés à avoir un enfant, il est recommandé d'être examiné pour rechercher potentiellement, si on a des anomalies du spermogramme, une varicocèle. La varicocèle, donc c'est au niveau du testicule, donc il y a du sang qui arrive du sang riche en oxygène, riche en nutriments qui arrive par une artère, qui donne du sang aux testicules, et ensuite ce sang repart par plusieurs veines. Et ces veines, elles peuvent être défectueuses, et donc à l'origine d'un retour de sang anormal, et donc une stagnation, donc du sang qui reste au niveau du testicule, et qui peut réchauffer l'enveloppe testiculaire et aussi laisser des nutriments et des déchets qui ne devraient pas rester au niveau du testicule. Et donc cette pathologie est retrouvée chez environ 30% des hommes qui ont une infertilité primaire. Donc primaire, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'enfant. Plus de 60% d'hommes avec une infertilité secondaire. Et donc cette varicocèle, lorsqu'on la trouve, il est recommandé de la traiter pour essayer d'améliorer la fertilité. Bon, il n'y a pas de certitude lorsqu'on traite cette varicocèle. Parfois, on traite des hommes d'une varicocèle et le spermogramme n'évolue pas spécialement. Mais lorsqu'on traite la varicocèle, on a une amélioration en général chez environ 30% des patients, mais il faut bien voir le contexte. S'il y a des anomalies sous-jacentes, un patient qui a eu par exemple de la chimiothérapie dans l'enfance et qui a une varicocèle, ça sera ça la cause primaire d'anomalie du spermogramme. Mais lorsqu'il n'y a pas d'autres cofacteurs, c'est la première cause curable et d'amélioration significative du spermogramme. Ouais. Et après, parce que je voyais la question de l'embolisation, etc., peut-être on peut dire les différentes Oui. façons de traiter Tout la à fait, tout à varicocèle. fait. Aujourd'hui, il y a deux façons de traiter une varicocèle. Donc la première, c'est une chirurgie, la microchirurgie, qui consiste à faire une incision au niveau de l'aine de quelques centimètres. Au microscope, on vient ligaturer, traiter l'ensemble des veines. L'autre alternative, qui est le traitement de référence également radiologique, sachant que le traitement de référence, tout compris, entre guillemets, on dit que c'est la chirurgie, mais le traitement radiologique a également son intérêt et à son efficacité qui est significative. C'est fait par des radiologues qui font une ponction, une piqûre d'un côté et qui viennent par les voies, parce que tout est connecté au niveau veineux, retrouvé pour le côté gauche par la veine rénale. On vient boucher à l'intérieur cette veine, soit par des tissus synthétiques, des coils, soit avec de la colle, soit une association des deux. Ouais. Et je vois la question, après on remontera sur les autres, mais l'impact sur la fertilité d'un varicocèle de grade 2, bah, tu en as parlé un petit peu, il y a des Bon, fois où ça a un impact et exactement. où le traitement va améliorer dans 30% des cas, c'est ça que tu dis, hein. À peu près 30% des cas, sachant que plus la varicocèle est importante, plus il y a des chances d'amélioration significative. Un patient qui a des anomalies sévères du spermogramme et qui a que une varicocèle de grade 1, les grades, je vous rappelle, il y en a trois pour l'examen clinique. Grade 1, c'est une varicocèle qu'on n'arrive à palper que en position debout à la manœuvre de Valsalva. Valsalva, c'est-à-dire qu'on fait un effort de pression abdominale, on passe son nez, on pousse et la veine grossit. Grade 2, c'est qu'on palpe seulement et on sent la varicocèle. Grade 3, c'est une varicocèle sans toucher, sans rien faire, on voit la varicocèle à travers la peau. Mhm. Donc là, c'était grade 2, mais ça n'a pas forcément plus d'impact. C'est ce que je comprends. Tout à fait. Marion qui pose des questions sur l'impact des formes atypiques et comment savoir si c'est réversible ou structurel Oui, quand donc, on a beaucoup de... donc les formes atypiques, donc c'est cette morphologie, c'était le cinquième point qu'on a signalé tout à l'heure. Donc on analyse sur un spermogramme en général 50, 100 à 200 spermatozoïdes, donc qui sont mis d'un côté et qui sont analysés. On regarde s'ils sont typiques ou atypiques. Attention, les critères sont très stricts. Il y a deux classifications. La classification de Kruger, qui consiste à regarder les spermatozoïdes et à classer en atypiques lorsqu'on a moins de 4% des formes typiques, donc on a une tératospermie, et la classification de David, dès qu'on a moins de 23%, on a une tératospermie.
Donc aujourd'hui, l'impact sur la fertilité, si on a 100% de formes atypiques de manière constante, oui, il y a un impact. Si on a une tératospermie modérée, comme c'est le cas chez beaucoup d'hommes, il n'y a pas d'impact sur la fertilité directement, sachant qu'il faut rechercher, lorsqu'on a une anomalie de la fertilité avec une tératospermie de environ 0% systématique et des anomalies notamment de la tête, il faut réfléchir à se poser la question à des anomalies génétiques qui peuvent être à l'origine de ça. Mhm. Ouais, sinon, après, ce qu'on fait dans ces cas-là, il y a la prise d'antioxydants, évidemment, le retrait des irritants. Tout à euh, fait. et voilà Pour qu'on peut. rechercher, voilà, la tératospermie aujourd'hui, c'est un peu la finition du spermatozoïde. La morphologie, c'est un peu la finition du spermatozoïde. Donc, il faut essayer de voir précisément tous les facteurs qui peuvent agir négativement, sachant qu'on a des facteurs qu'on arrive peu à modifier dans les grandes villes, notamment la pollution. Et un peu partout dans le monde maintenant, c'est les perturbateurs endocriniens qui peuvent agir négativement sur cette morphologie. C'est pour ça que Mhm. cette morphologie qui était considérée comme normale après un certain seuil il y a 20 ans, ce seuil a été revu à la baisse pour Ouais, permettre de ne pas dire que tous les hommes ont une tératospermie. ouais. Ouais, sinon, si on observait les hommes d'aujourd'hui avec les critères d'il y a 20 ans, tout le monde aurait une tératospermie. Exactement, exactement. On Ouais, n'aurait peut-être pas plus d'infertilité, mais sur le papier, on serait un peu plus anxieux. ouais, ouais, clairement. Et c'est le seul critère qui a été revu à la baisse ou la Ah non, non, mobilité, la non, voilà, concentration, la tous, hein. concentration, la mobilité, tous les facteurs ont été revus à la baisse. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, ce qui montre que l'homme a quand même une fertilité qui évolue, qui diminue avec Tout à les fait, années, et d'où l'importance de ce live. tout à fait, tout à fait. Je vois plein de questions passer. Je Ouais. peux les voir en direct en même temps. Je ne sais pas si tu les vois. Ouais, moi je vois. Alors là, on vient de parler de la morphologie et il y a quelqu'un qui demande comment améliorer la mobilité et la morphologie aussi. J'ai cru que c'était la concentration. Mais c'est un peu ce qu'on vient de dire, hein, c'est de jouer sur les agresseurs et essayer Oui, d'amener au être contraire les évalué. amis. En numéro un, c'est être évalué, avoir une évaluation précise pour rechercher. C'est vraiment une enquête, hein. Un patient qui a des anomalies du spermogramme, quand il vient en consultation, on reprend tout de A à Z pour rechercher quels sont tous les facteurs qui peuvent agir négativement. Donc, quand je fais des présentations, j'aime bien montrer il y a un schéma qui est assez bien d'une étude où on voit l'homme au milieu et on voit plein de flèches qui arrivent dans tous les sens. C'est que c'est vraiment plurifactoriel. Donc, nous, notre rôle, c'est de rechercher en consultation d'urologie et d'andrologie, c'est de rechercher tous les facteurs et les corriger tous ensemble, ou soit l'un après l'autre en fonction de l'imputabilité possible. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est de rechercher tous les facteurs et les traiter tous un par un. Ouais. Ouais, nous, notre rôle, c'est plus d'aller sur l'hygiène de vie justement et d'expliquer tout ce qu'on peut faire pour améliorer la fertilité naturelle dans la nutrition, la micronutrition, Exactement. Et etc. qui est indispensable, hein. Ouais. Pour moi, c'est le socle. C'est le Mm, socle, c'est mm. la première étape. Si on traite une varicocèle, mais que l'hygiène de vie, le mode de vie n'est pas bon, on réussira pas. Donc, c'est Ouais. vraiment la première étape et c'est une association où l'urologie, c'est les médicaments, c'est bien, les chirurgies, c'est bien, mais ce qu'il faut vraiment, c'est avoir un bon socle. Si le socle n'est pas bon, tout va s'écrouler. Donc, il faut absolument l'hygiène de vie, c'est la première étape indispensable. Ouais. Ouais, et la nourriture, le sommeil, le sport, on a parlé. Il y a énormément de choses Indispensable. qui impactent sur les hormones, etc. Je vois une question sur la fragmentation. On n'en a pas parlé. Quand tu as présenté les spermogrammes, tu n'es pas allé sur ce sujet de la fragmentation parce que ça fait pas partie de base du spermogramme. On peut peut-être expliquer ça? Oui, donc le spermogramme classique, on a vu les éléments qui sont évalués et on peut demander des examens complémentaires. On n'a pas parlé du test de migration-survie, par exemple, qu'on pourra parler tout à l'heure. On a aussi la fragmentation. La fragmentation, en gros, c'est comment est stable l'ADN. Donc, donc c'est pas une anomalie génétique, hein. Donc, chaque spermatozoïde a un patrimoine génétique et ce patrimoine génétique, il est protégé dans le spermatozoïde et parfois il peut être agressé par des situations externes et qui peut déstabiliser donc le patrimoine génétique de ce spermatozoïde et qui est évalué par un marqueur qui s'appelle la fragmentation. La fragmentation, il y a différentes façons de l'évaluer. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus national sur les types de méthodes d'évaluation de cette fragmentation, mais lorsqu'on a une fragmentation élevée, c'est des facteurs de risque théoriques de mauvais développement embryonnaire et de risque de fausse couche. Quelles sont les Ouais. causes de cette augmentation de la fragmentation? Il y en a plusieurs. Il peut y avoir la varicocèle, que je commençais à dire. La varicocèle, ça peut être une cause. Le tabagisme, la sédentarité, l'obésité, l'exposition à certains médicaments. Donc, il peut y avoir plein de causes. Et donc, c'est ça le but aussi. Lorsqu'on a une fragmentation augmentée, il faut rechercher, évaluer le patient et rechercher les causes d'augmentation de cette fragmentation. Mais on sait que si on a une fragmentation élevée et qu'on fait une fécondation in vitro ou d'autres techniques d'assistance médicale à la procréation, on a un risque un peu plus important d'avoir une fausse couche.
Ouais, c'est ce qu'on disait au début, c'est que tu peux soit avoir une infertilité, donc pas de fécondation, mais tu peux aussi avoir un embryon quand même qui est créé, mais qui va pas bien se développer, qui va donner lieu à un arrêt de grossesse. Voilà, Et c'est là où le mythe que une fois qu'il y a eu fécondation, c'est-à-dire côté homme, tout est parfait, c'est pas forcément le corps de la femme qui sait pas garder la grossesse, ça peut être l'embryon exactement. qui partait avec le Tout à mauvais fait, matériel génétique, quoi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, tu voulais faire un lien aussi sur le test de migration? Le test de migration, tout à fait. Donc, c'est un examen complémentaire qui permet de sélectionner, test de migration survie, qui sélectionne les meilleurs spermatozoïdes. Moi, je donne souvent l'exemple d'une moyenne. On peut avoir 10 sur 20 de moyenne, mais on peut avoir eu des 20 sur 20 et des 0 sur 20. Donc, le test de migration va sélectionner les meilleurs. Donc, quand on a une moyenne, par exemple, de mobilité de 30%, là, on va sélectionner les meilleurs. Et donc, quand on est sur la sélection de ces spermatozoïdes, on peut avoir, par exemple, 60%. Donc, ça permet un peu de guider pour savoir est-ce que ce spermogramme est plutôt en faveur d'une insémination, d'une fécondation in vitro ou d'une fécondation in vitro ICSI. ICSI, c'est-à-dire intracytoplasmique sperme injection. Ouais, si tu en as peu au test de migration survie, tu vas vraiment vouloir aller l'insérer directement Exactement, dans l'ovocyte. exactement, Alors que s'il y en exactement. a quand même beaucoup qui. C'est vrai que dans la vraie vie, il y en a qui s'en sortiraient en insémination ou en naturel. Exactement. J'ai vu quelqu'un qui reposait une question, je crois. J'ai vu, je repose ma question. Si on a loupé une question. Ouais, alors il y en a plein qu'on a loupé parce qu'il y avait des choses Ah extrêmement oui. spécifiques. J'essaye de voir celles qui sont un peu plus générales, mais Tiffaine, sa question, c'était le cas d'adénome dans le cerveau au niveau de l'hypophyse et si la fertilité peut revenir après le traitement. Oui, après tout dépend. Le traitement, si c'est un adénome qui est donc il y a différents types d'adénomes. Adénome, donc c'est un nodule au niveau de l'hypophyse, donc pour la fertilité. Si cet adénome a été traité chirurgicalement, parfois ça peut créer ce qu'on appelle un hypogonadotrope, c'est-à-dire un hypogonadisme. Donc c'est-à-dire une moins bonne stimulation de l'hypophyse sur le cerveau, sur le testicule. Et dans ce cas-là, ça peut revenir, mais avec des traitements qui permettent de restimuler le testicule. Mais si dans d'autres situations, on a justement un blocage des hormones par cet adénome, le fait de donner certains traitements peuvent débloquer les autres situations. Donc ça dépend de la situation. Est-ce que c'est un adénome de petite taille qui sécrète trop d'une hormone qu'on peut bloquer et ça peut régler la situation? S'il est traité chirurgicalement, on peut avoir un déséquilibre hormonal avec une insuffisance hypophysaire. Et cette insuffisance hypophysaire nécessite une supplémentation hormonale et qui permet de rééquilibrer la situation. Mhm. Yes, ce qui existe chez les femmes aussi. Et d'ailleurs, tu Tout as une à fait. question sur l'endométriose. Je pense que c'est pas le bon moment, le bon endroit. Endométriose, je ne dirais pas des choses Voilà. pertinentes, c'est pas du tout comme je dis à chaque couple qui a William, une il est top, mais consultation, pas voilà, sur l'endométriose. voilà, Ouais. l'endométriose, je ne connais pas, mais en tout cas, un point sur l'endométriose, puisque c'est une situation fréquente sur le plan masculin. Un homme qui consulte avec une femme qui a une endométriose, il faut bien sûr discuter. Voilà, si vous saviez pas que c'était sur la fertilité masculine, c'est sur la fertilité masculine en effet. Mais en effet, il faut discuter avec le couple, avec le gynécologue, pour adapter la prise en charge, puisque l'endométriose est une pathologie évolutive, et en fonction de l'avancement de cette endométriose, on adaptera la prise en charge masculine. Notamment, on ne va pas se lancer dans des traitements hormonaux, dans des traitements parfois de varicocèle, en se disant bon, on n'a pas beaucoup de temps, la patiente vient d'être opérée de son endométriose, donc on a une fenêtre de tir dès maintenant, et donc il faut profiter de ça. Donc il faut qu'il y ait un échange. Ouais. Et pour le coup, sur l'endométriose, il y a un super épisode de podcast qui est sorti hier avec le docteur Jonathan Cohen Ah oui, sur j'ai le vu, c'est lien super. Tout à fait, ouais, je l'ai entre écouté, c'est super bien. endométriose et fertilité. Il est top, il est très complet. Donc, pour le coup, si ça vous intéresse, il y a aussi cette ressource-là, plus adaptée que le live de ce soir. Et je vois Guillaume qui dit l'avantage qu'ont les hommes, c'est qu'une modification du mode de vie pendant seulement 3 mois peut être décisive. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on racontait avec cette spermatogénèse qui dure 74 jours. Et c'est un des gros avantages des hommes, c'est d'avoir des leviers comme ça d'action assez rapides Tout à fait. pour améliorer le spermogramme. J'ai vu des questions sur les agglutinats, Hum. l'impact. Bah, les agglutinats, donc il faut chercher la cause. Pourquoi est-ce qu'il y a des agglutinats? Est-ce qu'il y a une infection? Donc on associe parfois une spermoculture. L'agglutinat, donc c'est plein de spermatozoïdes qui sont collés ensemble. Donc il faut rechercher la cause potentielle de ces agglutinats. Est-ce qu'il y a une spermoculture positive? Est-ce qu'il y a des signes d'infection génitale, des épididymites, des prostatites?
Donc les agglutinats peuvent être à l'origine d'un manque de mobilité des spermatozoïdes et également d'une moins bonne fertilité. Donc les agglutinats peuvent agir négativement, donc il faut faire une investigation, notamment rechercher des varicocèles qui peuvent être une cause d'agglutinat ou d'agrégat. Et donc c'est une nécessité de bilan avec une première ligne. On recherche des auto-anticorps parfois. La présence d'auto-anticorps anti-spermatozoïdes peuvent être à l'origine d'agglutinats. Donc il faut faire une évaluation exhaustive. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui sont quand même très, très spécifiques et peut-être pas forcément adaptées à ça. Il y a une question sur la nécrospermie. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de nécrospermie inexpliquée? Bah, la nécrosospermie, donc c'est la vitalité des spermatozoïdes donc qui est faible, inférieure à 57%. Lorsqu'on a une nécrosospermie, de la même façon qu'on a un trouble de la mobilité ou d'autres anomalies, il faut rechercher les causes de cette nécrosospermie. Qu'est-ce qui peut donner une nécrosospermie? On peut avoir des pathologies prostatiques, des inflammations prostatiques qui peuvent être à l'origine de ça. On peut avoir, c'est moins fréquent, la varicocèle, c'est moins fréquemment une cause de nécrosospermie, c'est plutôt des asténospermies, des oligospermies, baisse de concentration ou baisse de mobilité des spermatozoïdes, une fréquence de l'éjaculation anormale, trop espacée, peut être une cause de nécrosospermie. Donc, inexpliqué, c'est rare d'avoir des nécrosospermies inexpliquées, mais il faut qu'il y ait une investigation. On reprend l'interrogatoire du patient pour rechercher des facteurs de nécrosospermie. Et cette nécrosospermie est parfois, et même assez fréquemment associée à une asténospermie, donc une baisse de mobilité. Ouais. Je rebondis, tu as parlé de fréquence d'éjaculation, etc. Ça, c'est un sujet que moi, pour le coup, je vois beaucoup, cette espèce de fatigue un peu quand on est en essai bébé, de trop de rapports, etc. Les recommandations côté gynéco, côté urologue, c'est faire l'amour tous les 2 jours pour optimiser les chances, etc. Mm. Il y a ça. Moi, j'ai ma vision côté féminin qui est que la fenêtre de fertilité reste plus courte, donc c'est parfois viser Ouais. juste, ça peut être intéressant. Mais sur l'impact justement de la fréquence des éjaculations sur la concentration du sperme, la qualité, etc. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur pourquoi il faut renouveler et à quelle fréquence il faut renouveler? Ouais. Les recommandations aujourd'hui, les spermatozoïdes, l'abstinence de 2 à 3 jours est un peu l'abstinence qui permet d'avoir une qualité spermatique optimale. Donc, si on a une abstinence trop longue, on a un risque justement de nécrospermie ou nécrozoospermie. J'ai vu la question passer, donc c'est synonyme, hein, c'est comme asténospermie, asténozoospermie, oligospermie, oligozoospermie. Ce sont des synonymes. Et donc, si on a une abstinence trop courte, trop longue, pardon, on a un risque d'avoir des spermatozoïdes avec une qualité moins bonne mobilité, moins bonne vitalité. Par Mhm, contre, dans l'autre sens, si on a une absence trop courte, on peut gagner un peu plus en vitalité, en mobilité, mais on peut avoir une concentration plus faible. Et mhm, donc, si on a une concentration plus faible, si on a de base une excellente concentration, ben c'est pas très grave, mais si on a de ouais, base une oligospermie, donc une concentration moins bonne, on peut avoir un spermogramme moins bon avec aussi un volume moins bon de l'éjaculat et donc moins de spermatozoïdes, donc moins de chances de grossesse spontanée. Moi, je ouais, recommande aux couples d'avoir des rapports sexuels réguliers et éviter justement cette fenêtre de tir, pas pour laisser le projet en projet plaisir, pour ne pas que ce soit vraiment, moi je vois le côté masculin où des patients me disent j'ai une anxiété, je suis stressé, je suis au travail, je reçois le SMS de ma femme qui me dit voilà c'est ce soir le bonsoir, rentre pas trop tard, c'est vraiment le soir où tu dois être au rendez-vous. performant. Voilà, Ouais. et donc ça les stresse parfois, donc il y a des risques de dysfonction érectile, d'anxiété de performance, et qui peuvent aboutir à des problèmes autres, pas liés à la fertilité, mais liés justement à un problème d'érection et donc d'éjaculation. Donc je Mhm, recommande plutôt d'avoir des rapports sexuels réguliers et ensuite de pas trop calculer tout ça. ouais. Alors moi, je suis d'accord et en même temps, c'est vrai que quand ça fait quelques mois, ça reste du plaisir. Quand ça fait beaucoup plus, parfois, c'est plus du plaisir et plus du devoir. Et c'est vrai que nous, en tout cas, côté émancipé, on apprend aux femmes à repérer la période fertile, qui est longue, qui est pas juste le jour Mhm. du test d'ovulation positif ou le jour 14, mais qui est en fait plutôt une bonne semaine. Et parfois, de savoir que pendant cette semaine-là, c'est important de viser juste et que le reste du temps, c'est que du plaisir, ça peut soulager. Mais la question que je te posais, et je pense qu'elle intéresse beaucoup de gens, c'est que justement, il y a les recommandations que tu viens de donner, mais quand on sait que c'est le bon moment, est-ce que l'abstinence pour concentration, en gros, Ah non, pendant deux, non, trois jours, non. ça a intérêt ou pas du tout? Bah, si on sait que c'est le bon moment, imaginez, on sait que le 29 novembre est le bon moment, il est recommandé d'avoir éjaculé 2 à 3 jours avant pour ne pas Ouais. justement, c'est pas intéressant
de dire voilà, le 29 novembre, c'est le bon moment, donc je me prépare, j'ai 15 jours d'abstinence. Ça sert pas à grand-chose et ça peut même être défavorable et néfaste pour les chances, puisqu'on aura peut-être, si on a un spermogramme normal, peut-être qu'on aura 50, 70, 100 millions en concentration, mais on risque d'avoir une qualité moins bonne. Donc, Mhm. si on veut faire de manière focalisée, précise, ciblée sur un moment, on peut, mais en gardant une abstinence, je recommande de plutôt 3 jours, 2 à 3 jours. Ouais. Et moins, est-ce que si c'est tous les jours, voire plusieurs fois par jour, au bout d'un moment, ça Bah, peut être néfaste? c'est-à-dire que s'il y a une éjaculation plusieurs fois par jour, les vésicules séminales, elles n'ont pas forcément le temps de se renouveler, le liquide séminal. Et donc, on peut soit avoir des difficultés à éjaculer, soit avoir une éjaculation très faible. Et donc, ça peut aboutir à une moins grande chance de conception. Ouais. Donc, 2 fois dans la journée, ça peut limiter justement les chances de grossesse spontanée. Mhm. Mais tous les jours, tous les 2 jours, ça, on Voilà, évite. c'est voilà tous les jours. Après, c'est aussi pareil, il y a aussi le mental qui rentre. Tous les jours aussi, il peut y avoir une fatigue de l'un ou l'autre du couple et aboutir à moins Oh de, oui. de, de rapports sexuels avec éjaculation. Ouais, je confirme et je le Mm. vois beaucoup. Mais bon, c'est pour ça que parfois savoir quand on est fertile, c'est quand Bien même sûr, bien sûr. Mais bien. voilà, Et il puis le faut reste pas, du temps. voilà, l'abstinence trop longue, ça Ouais, c'est un point important et parfois, et beaucoup d'hommes pensent que parfois plus ils vont être abstinents, meilleur ça va être. Et même pour juste un spermogramme, parfois on prescrit, et c'est parfois notre faute aussi en consultation, on n'explique pas bien les choses. On dit bon bah faites un spermogramme, on se revoit dans quelques semaines. Et parfois on prescrit un spermogramme, il revient avec 15 jours d'abstinence. Il est pas interprétable, donc on peut pas tirer de conclusion sur une tératospermie, sur une nécrosoospermie, sur cet examen, puisque 15 jours d'abstinence ouais, n'est pas bien fait. ouais, ok. Très clair, je pense. En tout cas, vous nous direz si ça l'était pas. Alicia qui demande si toi, en tant qu'urologue, andrologue, tu fais des bilans micronutritionnels en Oui. cas d'infertilité ou s'il vaut mieux aller voir d'autres Bah, professionnels. voilà, il y a des professionnels qui le font mieux que nous, les urologues. Moi, je le demande dans certains cas, mais c'est vrai qu'on n'est pas les experts de ça. On est plutôt dans la prescription plutôt générale des micronutriments, mais je pense qu'il y a une place très importante d'une prescription plutôt personnalisée avec un dosage des micronutriments et on voit souvent des carences lorsqu'on fait ces dosages-là. Et avec donc on a la classique carence, on va chez beaucoup de personnes en vitamine D, mais on voit d'autres carences aussi de d'autres micronutriments, zinc, notamment qui peuvent être et qui sont vraiment très importantes pour le développement dans le plasma séminal des spermatozoïdes. Donc oui, Ouais, c'est une très bonne question et ça a sa place. Certains urologues le demandent, pas tous. Plus les andrologues vont le demander, je trouve que c'est une piste très importante dans la prise en charge. Donc c'est vraiment cette prise en charge personnalisée qui est intéressante et qu'il faut explorer. ouais. Et il y a un truc on n'a pas parlé sur la micronutrition, alors que c'est quand même bien connu, c'est l'acide folique, la vitamine B9, où tu peux Oui. avoir chez des hommes aussi le trouble, enfin la mutation du gène MTHFR qui va rendre nécessaire la prise d'acide folique, enfin de vitamine B9 méthylée. Tout à fait. Donc là, c'est les micronutriments. Donc là, on regarde pas une carence, mais plutôt les conséquences d'une absence d'une protéine, et donc qui est l'homocystéine, donc l'homocystéinémie dans le sang, lorsqu'on a une élévation de l'homocystéinémie, et on peut avoir donc une augmentation des risques de fausses couches, et donc en lien avec une mutation d'un gène qu'on appelle MTHFR, et donc ce gène MTHFR, lorsqu'il est muté, peut augmenter l'homocystéinémie, et donc on prend des vitamines, des compléments vitaminiques pour baisser cette homocystéinémie. Ouais. Et c'est très connu chez les femmes, beaucoup moins chez les hommes, alors qu'en Tout fait, à les fait. hommes aussi Les hommes peuvent aussi avoir un peuvent sujet l'avoir. là-dessus. Mm, Exactement, ouais. exactement. Et je Et on voyais une voit, question sur ouais. l'abstinence, excuse-moi. Donc c'est bien une abstinence courte qu'on recommande, 2 à 3 jours pour un spermogramme, 5 jours maximum. Et pour les rapports sexuels, c'est pareil. Mais en gros, on voudrait savoir ce qui se passe dans la vraie vie. Donc pour un spermogramme, 2 à 3 jours, c'est un Ah mince, on t'entend plus. permet de bien de préparer au mieux les chances de grossesse. Ouais. Quelqu'un qui demande les compléments alimentaires que tu recommandes pour les hommes. Tu as dit tout à l'heure que c'était dans l'absolu du cas par cas, mais est-ce qu'il y a Mm. quand même des Bah, choses un petit peu, des non, compléments parce que globaux? faudrait les citer par marque et c'est pas l'objectif. Ouais. Aujourd'hui, voilà, les compléments vitaminiques. Si on veut rester purement médical et scientifique, Je pense que tu as des appels, William, et du coup, on t'entend plus. pardon, c'est Ça quel- coupe ton micro. oui, Ouais. ouais, c'est quelqu'un qui appelle sur mon téléphone. Voilà. Donc aujourd'hui, si on est purement dans la science, aujourd'hui, on a des études qui ont pris des dizaines de milliers d'hommes.
dizaines de milliers d'hommes et qui ont comparé, qui ont évalué l'amélioration du spermogramme sous antioxydants. Donc, quand on fait des études scientifiques, on compare un groupe avec, un groupe sans, et on fait des statistiques. Et lorsqu'on compare les deux groupes, et donc c'est une grande analyse, on ne voyait pas de différence significative quand on comparait plein d'antioxydants et quand on comparait les groupes avec antioxydants et sans antioxydants. Donc il y a une tendance. C'est-à-dire que si dans le groupe avec antioxydants, il y avait 30% de grossesse, dans le groupe sans, il y avait peut-être 28. Mais c'est-à-dire que quand on fait des tests statistiques pour savoir est-ce que ce 30 et 28 est lié au hasard, on ne retrouvait pas de différence significative. Et en Mhm. plus, quand on compare tous les antioxydants entre eux, on ne voyait pas de supériorité, sauf dans certains cas, justement, il y a l'homocystéinémie qui est augmentée, où là, il y a un vrai intérêt. Mais les études montraient plutôt une tendance d'amélioration dans les cas d'antioxydants avec de la vitamine C, de la vitamine E, du zinc, coenzyme Q10 et L-carnitine. Ouais. Ce qu'on retrouve souvent dans les multivitamines, de toute façon, pour les hommes, Tout à avec le fait, zinc hyper important et la tout à vitamine fait, B9 souvent aussi, hein. tout Ouais, à fait. ok. Il y a une question, oui, qui revient, les spermatocèles, est-ce que c'est Oui. un frein à la fertilité? Donc spermatocèle, c'est un terme assez technique, il faut expliquer. Spermatocèle, donc c'est une poche au niveau des voies spermatiques qui peut être un peu partout, parfois au niveau prostatique, parfois au niveau des voies spermatiques, et donc qui peut être un blocage en effet de fertilité, puisqu'une spermatocèle peut être à l'origine soit d'un blocage bilatéral des deux côtés, et donc cette poche peut être obstructive. Donc oui, ça peut être une cause d'infertilité si elle est obstructive, tout à fait. Ouais, ok. Très clair. Peut-être qu'on peut, comme il y a eu des questions très génériques, mais reprendre un tout petit peu de hauteur sur le sujet de la Hmm. fertilité et expliquer à quel moment un homme peut avoir intérêt à aller consulter lui aussi. Tu parlais tout à l'heure, les femmes voient des gynécologues depuis leurs 14-15 ans. Ça fait partie de notre routine que de consulter des gynécos. Hmm. C'est pas le cas des urologues, andrologues, en tout cas pas systématiquement. Quand est-ce que on peut venir te voir, venir voir un urologue, un andrologue, quand on a un désir de grossesse? C'est quoi il n'y a pas de moment idéal, mais dans l'absolu? Bah, aujourd'hui, il faut savoir, chaque homme est différent. Aujourd'hui, on connaît, on a le carnet de santé. Parfois, j'ai des patients qui découvrent sur leur carnet de santé à 30 ans, 35 ans, qu'ils ont été opérés des testicules à l'âge de 5 ans, qui ont des cicatrices. Et donc, aujourd'hui, quand on sait qu'on a déjà été opéré des testicules, quand on sait qu'on a eu des traitements potentiellement négatifs, néfastes sur la fertilité, il faut faire un bilan de fertilité. Mhm. Une petite parenthèse, on a mis en avant beaucoup la préservation de la fertilité. Donc la préservation de la fertilité, les femmes s'intéressent un peu plus à ça. Les femmes célibataires ou les femmes en couple qui n'ont pas de projet d'enfant rapidement ou prochainement préservent leur fertilité, font de la préservation d'ovocytes. L'homme, aujourd'hui, quand on demande dans les centres de préservation de fertilité, il y a très peu d'hommes qui viennent faire de la préservation de fertilité puisque beaucoup d'hommes pensent que la fertilité était quelque chose d'intouchable qui pourrait pas bouger. Et donc Ouais. aujourd'hui, il faut absolument être sensible à ça. Si on n'a aucun antécédent, pas d'antécédents particuliers médicaux ou chirurgicaux en lien avec la fertilité, il faut justement pas forcément faire des bilans en amont. Donc on essaye d'avoir un enfant naturellement, rapport sexuel régulier, et donc ensuite, s'il n'y a pas de grossesse, les recommandations, c'est après un an de rapport sexuel régulier, on fait un bilan. Attention, si on est dans un couple avec un peu plus âgé, et je fixe souvent la limite après 35 ans sur le plan féminin. Il est recommandé de peut-être anticiper un peu les choses lorsqu'il y a des difficultés à avoir un enfant, que l'homme puisse faire un bilan assez rapidement pour qu'on puisse anticiper et pas découvrir un an plus tard des anomalies du spermogramme qui ont fait qu'on a fait plein d'examens complémentaires chez la femme et qu'on aurait pu en amont, et souvent les femmes elles prennent le devant dès qu'elles ont un projet d'enfant, elles vont voir leur gynécologue qui leur fait plein d'examens et l'homme Mhm. attend un peu. Et donc quand on a un Mais âge c'est un peu plutôt au bout plus, de 6 mois. voilà, exactement, au bout de 6 mois, et même, j'ai envie de même dire dès le départ du projet. Après, il y a le groupe de patients qui sont au courant, par exemple, un patient qui a vu un urologue quand il était plus jeune pour une varicocèle, qui a vu un urologue qui a fait une torsion testiculaire,
qui a eu une ectopie testiculaire. Ectopie, c'est les testicules qui sont remontés et qui ne sont pas descendus à la naissance et qui ont été opérés. Ça, c'est des situations majeures. Un patient qui a eu malheureusement une leucémie, un lymphome dans l'enfance qui a été traité par chimiothérapie. Ça, c'est indispensable. La question ne se pose pas. Dès qu'on a un projet d'enfant, on fait un bilan. Et si on a plus de 30 ans, par exemple, et c'est pas un cut-off 30 ans, mais qu'on est célibataire et on ne sait pas du tout où on va en être de son projet d'enfant, moi, je recommande là de faire un bilan de fertilité, puisque on sait que la fertilité masculine, quel que soit le mode de vie, va diminuer avec une pente qui sera plus ou moins raide selon le mode de vie, mais comme elle va diminuer, donc si on a 30 ans, qu'on sait qu'on a eu des antécédents et qu'on n'a pas de visibilité sur son projet de couple ou d'enfant dans les années à venir, moi je recommande de faire un bilan et si besoin de congeler son sperme parce que si on voit des anomalies et que on a 30 ans sans enfant et qu'on a déjà des anomalies et si on a un projet à 40 ans, il est possible que ces anomalies soient plus significatives. Ouais. Oui, dans la grande majorité des cas, on n'en aura pas besoin de ce sperme congelé ou de ces ovocytes Tout à congelés, fait, on le souhaite, mais au cas où, c'est tout toujours à bien fait, d'avoir exactement, exactement. ces gamètes d'un âge plus jeune que celui auquel Tout on à pourra fait, tout à envisager fait, le tout à projet. fait. Chez l'homme, il faut vraiment voilà, se poser la question, dès qu'il y a le projet d'enfant, il faut savoir se re-questionner, est-ce que j'ai eu des antécédents quand j'étais plus jeune? Est-ce que dans mon mode de vie, il y a des choses qui pourraient altérer ma fertilité? Et si je pense que j'en ai, faire un bilan. Et en tout cas, les femmes le font, il faut que les hommes aussi s'intéressent à ça. Et c'est pas une erreur si un homme, dès le début du projet d'enfant, consulte pour dire, voilà, bah, je voudrais un peu savoir un peu où j'en suis, faire quelles les vitamines dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je peux en prendre, lesquels je prends? Donc ça a du sens et je trouve ça complètement honorable de la part d'un homme de faire ça. Ouais, on va pas lui rironner en disant c'est trop tôt, monsieur, Pas du revenez tout, nous pas voir du tout. Je le vois, moi, plus en tard. consultation. Moi, il y a des patients qui viennent maintenant en consultation. C'est pas la majorité, mais il y a des patients qui viennent dire, là, bah, j'ai mon projet d'enfant qui va commencer en début 2026. Je voudrais juste savoir un peu où j'en suis. Et parfois, on trouve des spermogrammes parfaits, magnifiques, et on n'en parle plus. Et d'autres fois, on trouve d'autres spermogrammes qui sont moins bons. Et on se dit, ah, heureusement qu'on a fait le bilan maintenant. Comme ça, on peut anticiper et avoir d'emblée des meilleurs résultats quand on commencera le projet. Ouais, je rebondis là-dessus et une question qui a été posée parce que on en a déjà parlé ensemble. Un mauvais spermogramme, on sait qu'il faut travailler. Un bon spermogramme, c'est bien, mais ça fait pas forcément tout. C'est ça, il peut y avoir d'autres choses bien au-delà. C'est pas la spermogramme et basta quoi dans la fertilité masculine. Ah Il y a oui, plein bien de sûr, trucs bien qu'on peut sûr, regarder. exactement. Aujourd'hui, on a encore, il faut qu'on reste humble dans cette situation puisqu'on connaît pas tout. On connaît pas tout sur la fertilité masculine. Il y a certains, et on a découvert il y a une dizaine d'années un peu plus la fragmentation. On connaît pas tout, donc finalement, on découvre au fur et à mesure des choses. Donc un spermogramme peut être d'apparence très bien, mais en réalité, on peut avoir une élévation de la fragmentation. En réalité, on peut avoir d'autres anomalies génétique. J'avais vu une question tout à l'heure, est-ce que le bilan génétique de base permet de tout voir? Non, le bilan génétique de base, il permet surtout de voir des anomalies plutôt sévères et ne permet pas toujours de voir d'autres anomalies qu'on peut retrouver sur des bilans génétiques un peu plus poussés, mais qu'on ne demande pas en routine. Donc aujourd'hui, un spermogramme bien et théoriquement avec de bonnes chances d'avoir une grossesse, sous réserve du bilan féminin, bien évidemment, mais on peut avoir un spermogramme correct et ne pas avoir de conception. Et n'oublions pas qu'on a jusqu'à 15% de couples avec infertilité inexpliquée. Inexpliquée. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête et de le dire aux patients, parce que c'est frustrant d'être dans une situation où on nous dit, bon, bah, tout va bien, vous inquiétez pas, vous allez avoir un enfant, une petite tape dans le dos et revenez plus tard. Non, c'est quand même stressant. Il faut qu'on arrive à donner des réponses et parfois on n'y arrive pas. Et dans ces situations-là, il faut que les patients soient au courant qu'on aura d'autres thérapeutiques pour les améliorer au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Et puis l'inexpliqué en l'état actuel de la médecine et des examens faits, mais il y a toujours des explications qu'on sait pas encore creuser aujourd'hui, quoi. Exactement, exactement, Mhm. exactement, exactement, exactement. Ouais. Il y a Marion qui demande si tu fais des consultations en visio, William. Non, moi je fais pas de Ouais. visio pour le suivi éventuellement, mais pas de visio parce que comme je disais tout à l'heure, l'homme, il faut vraiment qu'il y ait une évaluation clinique, l'examiner, voir des choses en visio, on peut pas bien évaluer. Donc dans certaines situations, on en fait exceptionnellement, mais en tout cas mes prises de rendez-vous classiques, c'est pas en visio. Ouais. Voilà. Il faut regarder. Il faut regarder, il faut palper, il faut qu'il y ait un examen clinique, c'est indispensable et c'est indispensable. Ouais. Et ça se Voilà. fait pas en visio. Non, non, c'est pas, bah, en tout cas, c'est pas le mieux. Donc, au cas par Ouais. cas, mais c'est pas le mieux. Ouais. J'ai vu deux points qui sont passés, qui sont assez intéressants.
Là, je vois celle sous les yeux la place du citrate de clomifène. Ça, c'est très intéressant. C'est une bonne question. Citrate de clomifène, donc c'est un médicament qu'on donne plutôt chez la femme pour induire l'ovulation. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où on essaye au maximum, et il y a une place importante des traitements hormonaux chez l'homme. Donc voilà, il y avait une question justement comment augmenter la testostérone. Et c'est Ouais. ça, en fait. Il faut garder en tête que le testicule, il a deux fonctions, testostérone et spermatozoïde. Et aujourd'hui, indirectement, on peut le déjouer un peu finalement en stimulant la testostérone avec des hormones. Donc là, pour répondre à la première question, comment l'améliorer, la testostérone, faire du sport, perdre du poids, lutter contre la sédentarité, ça permet d'améliorer à minima la testostérone. Mais il existe des hormones aujourd'hui qu'on peut donner chez l'homme et pour booster la fabrication de testostérone et entraîner via cette stimulation de testostérone une meilleure sécrétion de spermatozoïdes. Et ça va aussi bien de la situation plus sévère d'azoospermie, cryptozoospermie, qui est la faible concentration en spermatozoïdes pour la cryptozoospermie, jusqu'à l'oligospermie modérée. Le fait de stimuler avec des hormones, ça permet d'améliorer les choses. Donc le citrate de clomifène fait partie de l'arsenal thérapeutique aujourd'hui disponible pour stimuler la spermatogénèse, mais il existe d'autres traitements qui sont très intéressants. Donc ça, aujourd'hui, depuis quelques années, on en parle de plus en plus, et ça me fait plaisir parce que ce sont des traitements qui marchent bien et qui permettent soit d'améliorer les chances de grossesse naturelle, soit d'améliorer les chances si on a une infertilité plus sévère, notamment une azoospermie, et donc ça permet soit de retrouver des spermatozoïdes dans l'éjaculat, soit d'augmenter les chances si on a une azoospermie et qu'on va faire un prélèvement testiculaire, une biopsie testiculaire. Donc c'est une belle question, donc merci pour la Ouais. question. Ouais, et ce qui est intéressant et important dans ce que tu dis, c'est que tu le fais de façon indirecte en stimulant la stimulation par le cerveau des testicules pour qu'ils produisent leur propre testostérone et pas en amenant de la testostérone. Ah Parce oui, que dans ça ce cas-là, c'est. ça c'est la fausse bonne idée où Ah tu oui, vas tout à bloquer fait. la sécrétion naturelle Tout à de fait, tout à fait. testostérone. Tout à fait. Là, c'est un très bon message à passer aux hommes. Attention, ne jamais prendre de la testostérone s'il y a un projet d'enfant. La testostérone, c'est l'effet inverse. Donc, vous donnez de la testostérone, le testicule est plutôt intelligent comme organe. S'il comprend qu'il y a beaucoup de testostérone qui circule, lui, il va réduire son activité, il va travailler moins, et donc en travaillant moins, il va moins produire de testostérone, ce qui est une logique pour pas avoir de surdosage de testostérone, mais il va arrêter de produire aussi les spermatozoïdes. Donc la testostérone aujourd'hui, c'est utilisé à visée contraceptive. Donc Ouais. attention, si on prend de la testostérone en pensant que ça va nous faire du bien sur la fertilité, ça on a tout faux et ça va au contraire bloquer la fertilité. Ouais, c'est pas cette testostérone exogène qui va stimuler la production des spermatos, Ah, voilà, c'est c'est uniquement exactement. celle Et qu'on c'est produit utile. soi-même. Exactement, Ouais. et c'est utilisé à visée expérimentale et même à plus ou moins grande échelle. La testostérone, dans certains centres, ils l'utilisent à visée contraceptive. Ça fait Ouais. partie de l'arsenal thérapeutique de la contraception. Si on le fait là, c'est qu'on n'a pas bien compris le mécanisme si on prend de la testostérone. Ouais. Mais attends, si tu as trop de testostérone que tu la prends à visée contraceptive, tu vas quand même exacerber d'autres choses aussi chez les hommes Mais il parce faut que ça n'a pas surveiller. un effet sur la fertilité. Voilà, il faut surveiller, c'est-à-dire que quand on prend de la testostérone, il y a des risques importants, plus importants de phlébite, de problèmes thromboemboliques. Donc, si on Ouais. prend de la testostérone, il faut que ce soit encadré avec une surveillance pour justement éviter d'avoir des complications. Ouais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si c'est fait de manière expérimentale ou dans le cadre de protocoles de recherche, on peut en prendre à visée de contraception. Mais il ne faut Ouais. pas le prendre comme ça à visée d'amélioration de la fertilité. Là, on a tout faux. Ouais, clairement. Ok. Voilà. Je pense qu'on a abordé quand même la plupart des sujets. Je revois des questions varicocèles, mais tu as répondu quand même Voilà, j'ai cru voir quelqu'un qui déjà. posait la question, est-ce qu'on peut traiter la varicocèle des deux côtés à la fois? Oui, tout à fait. Si on a une varicocèle significative, il faut traiter les deux côtés d'emblée. Ouais. Donc, il faut que ce soit une varicocèle clinique. Donc, à l'examen clinique, si on a une varicocèle clinique bilatérale, il faut traiter les deux côtés. Mhm. Yes. Oui, tu vas pas laisser un côté Non, non, voilà ça. pour Après, il rien. arrive parfois qu'on fasse un examen clinique, on sente une varicocèle que d'un côté et que à l'échographie, on voit une varicocèle qui soit de l'autre côté mais qui n'est pas clinique. Là, dans ce cas-là, il n'est pas recommandé d'envisager de traitement. Ça, c'est pas recommandé. Il faut vraiment traiter une varicocèle clinique et ne pas traiter les varicocèles infracliniques. Ça, c'est indispensable. Ouais. Ok. Il est 56, je pense qu'il va falloir qu'on conclue. Oui, on va Peut-être si tu conclure. l'as le chiffre de la mesure idéale de la testo, si tu Bah, donc, l'as comme ça. Le chiffre idéal, il n'y a pas de chiffre idéal, mais en tout cas, il y a des chiffres de valeur basse. Aujourd'hui, il y a des mesures en nanogrammes par millilitre, qui est celle la plus fréquemment utilisée.
Donc on sait que quand on est inférieur à 3,5 nanogrammes par millilitre, c'est qu'on a une baisse de la testostérone pour la totale. Après, il y a la biodisponible. Théoriquement, chez un sujet jeune, elle doit être supérieure à 1 nanogramme par millilitre. Théoriquement, après, là, c'est assez fluctuant. C'est pour ça qu'on confirme une baisse de la testostérone sur 2 dosages successifs. On ne peut Ouais, pas elle fluctue au confirmer cours de ça. la journée. Exactement, parce que parfois on peut être un peu plus fatigué, on peut avoir fait le dosage un peu plus tard dans la journée. On a normalement un pic de testostérone matinal, et c'est ce Matin. qui est associé voilà, avec cette érection matinale. Et parfois, si on fait le dosage de la testostérone un peu trop tard dans la matinée, on peut avoir une testostérone faussement basse. C'est pour ça qu'il est recommandé de la faire tôt le matin. Voilà, Ouais, parce que si les femmes ont un cycle mensuel, les hommes ont un cycle quotidien de tout la à fait, testostérone. tout à fait, tout à fait. Ouais. On C'est le travaille, seul, mais on est les travailleurs de fond. exactement, de fond et du matin. Exactement. Ok, écoute, moi je trouve que c'était hyper intéressant. J'espère que la plupart des personnes ont reçu des réponses à leurs questions et qu'on Oui, a. voilà, ça permettait de sensibiliser, voilà, l'Association française d'urologie. Et je te remercie encore une fois, Lorraine, d'avoir participé à ça, parce que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les hommes. Et on voit vraiment une demande croissante. Les hommes veulent vraiment, vraiment comprendre leur fertilité, agir, s'intéresser, participer au projet. Et c'est ce qu'ils disent tous, les hommes. Ils disent, ah, c'est que je me sens un peu parfois inutile dans ce parcours. Je vais au rendez-vous, le ou la gynécologue s'intéresse pas à moi, parle que à ma femme, et j'ai l'impression que je suis un peu inutile dans ce parcours. Et ils le disent vraiment, et c'est vrai que moi je suis heureux de voir les hommes qui s'intéressent à tout ça et qui veulent participer à ce projet. Alors, mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire et beaucoup de leviers d'amélioration. Et quand on arrive à le faire, on a vraiment une satisfaction globale, hein, des praticiens que nous sommes, des patients, des couples. Et donc, c'est pas fréquent en médecine d'avoir des éléments d'amélioration si faciles et à portée de main. Ouais. Ouais, ouais. Et merci à toi aussi d'être venu participer. Moi, c'est Émancipé et ES. Donc, normalement, on parle beaucoup plus aux femmes. Mais tu l'as vu dans nos lives, les femmes Ah oui, ramènent leurs hommes. Et en fait, derrière chaque femme, il y a souvent un homme très intéressé. Et ah donc, je oui, pense bien que sûr. c'est des conjoints qui sont venus ce soir, en tout cas des gens qui suivent habituellement le compte. Mais on sait que voilà, il y a des messages qui passent et puis des hommes de plus en plus qui viennent d'eux-mêmes s'intéresser. Donc c'est chouette qu'on ait pu passer tout ça. Tout à fait. Oui, il y aura le replay, Virginie le redit. Et Il y aura bien un replay. Et c'est vrai que voilà, même toi qui t'occupes majoritairement des femmes, tu t'occupes des hommes aussi maintenant. Tu en ouais, parles de plus en plus et ça attire et c'est indispensable. C'est indispensable parce que c'est obligatoire. C'est ouais, obligatoire. On peut pas parler de fertilité, on peut pas parler de conception sans parler des hommes. C'est impossible. ouais. C'est impossible. Ça a été le cas pendant plusieurs années. Donc on était plutôt protégés les hommes en se disant qu'on était À tort. voilà, invulnérable et que voilà, on n'avait pas tellement notre mot à dire dans tout ça. Mais aujourd'hui, c'est 2025 et c'est croissant. On est dans un vrai tournant au cours des 5 dernières années où l'homme passe en première ligne équitable avec la femme sur le projet de fertilité et c'est beau de voir ça. Ouais, ouais, il y a trop de femmes qui sont autoflagellées et qui ont multiplié les examens pour qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, on se rende compte que c'était le spermogramme qui était pas top, mais qu'on l'avait jamais regardé. Donc c'est un peu le message aussi, je pense qu'il faut faire passer, c'est commencer à investiguer côté masculin. Dès que vous commencez à investiguer côté féminin, il n'y a pas de raison d'avoir un temps de retard. C'est encore une fois 50-50 au final, les causes d'infertilité. Donc c'est la recherche doit être équivalente aussi. Tout à fait d'accord. Beau mot de conclusion. Allez, parfait. Merci Voilà. à Virginie d'avoir modéré, merci à l'affût d'avoir fait ce live et merci beaucoup William aussi. Bah, merci à toi, merci. Et voilà, j'espère qu'on a répondu au maximum de questions. Donc, s'il y a des questions secondaires, on trouvera un moyen d'y répondre indirectement, soit poser des questions directement sous le live qui sera sur la Sur le page, replay, ouais. voilà, sur replay. Donc, on essaiera de faire des réponses plutôt générales, hein, pas des cas cliniques. On ne sera pas en mesure de répondre à des cas cliniques. Ouais. Merci tout le monde. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne Ciao, soirée, ciao. Lorraine. Merci, à bientôt. Merci Merci, William. Virginie. Merci.